Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Fini de rigoler. Après des mois de tension, Apple attaque OpenAI en justice. Le créateur de ChatGPT, qui a recruté des centaines d'employés d'Apple, est accusé de vol de secrets industriels alors qu'il prépare ses premiers appareils. Cette confrontation entre Apple et OpenAI marque-t-elle un tournant dans l'industrie ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler d'une dérogation en Europe sur les batteries remplaçables et de Microsoft qui n'en finit plus d'arrêter le suivi d'Office. Nous sommes le samedi 18 juillet, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. On les attendait et elles sont bien arrivées cette semaine. Les premières bêtas publiques d'iOS 27, macOS 27 et toute la compagnie sont désormais disponibles. Salut Christophe, ça va ? Bonjour Stéphane, ça va bien et toi ? Ça va bien, ouais. Il fait moins chaud, c'est mieux qu'avant, ouais. Est-ce que tu as profité des bêtas publiques là, pour installer macOS 27 sur ton Mac, par exemple ? Non. Non, mais alors je suis un peu, circonspect. D'ailleurs, on en a écrit une actualité la semaine dernière. Il y aurait en tout cas la bêta 3 de macOS 27 qui aurait tendance à endommager assez facilement le catalogue de fichiers de macOS. Ouais. Donc c'est un gros bug quand même. Et alors je sais pas s'il a été corrigé dans la bêta publique, mais alors je préfère encore attendre un petit peu, sachant que moi quand je passe mon Mac en bêta, c'est mon Mac de prod. Donc il vaut mieux que ça marche. Après j'ai pas eu ce bug, hein. J'ai installé macOS 27 sur un Mac secondaire. Voilà, pour l'instant moi j'ai pas... Oui, non, mais c'est ça. Mais je pense que de toute façon, je vais faire un peu comme chaque année, c'est-à-dire que je pense que je vais installer les iOS 27 et WatchOS 27, donc là sur mon iPhone et sur mon Apple Watch, avant de partir en vacances, donc on va dire d'ici une grosse dizaine de jours. Et je pense que macOS 27, j'attendrai le retour en vacances, comme ça, soit ça se passe bien, soit ça marche pas, et alors là, la rentrée sera d'autant plus difficile. Et toi, t'en es où exactement ? Alors, moi, j'ai iOS 27 sur mon iPhone depuis le premier jour et c'est vrai que ça tourne très bien. Après, j'ai un iPhone 17 Pro, hein, donc peut-être que ça aide aussi. iPadOS 27 sur mon iPad mini 6 et malheureusement, c'est toujours très lent. Le gain de performance, je le vois pas vraiment, quoi. Et puis macOS 27 sur un Mac secondaire et j'utilise pas forcément tous les jours, mais pour tester les nouveautés, tout ça marche bien aussi. Et je l'ai déjà dit, mais vraiment, je préfère l'interface, les petits changements d'interface de macOS 27. Ça me donne envie d'installer aussi Golden Gate sur mon Mac principal rapidement. Bon, écoute, je crois que la rentrée va être de toute façon très chargée. Mais après, je suis assez impatient de voir comment Apple va s'en sortir sur un point. Je sais pas si tu as eu cette sensation-là. Alors, peut-être c'est un peu différent sur macOS, mais quand tu installes ces mises à jour sur iOS ou watchOS, c'est un peu, comme si tu installes un peu, moi, j'ai eu le même sentiment que lorsqu'on installe la grosse mise à jour d'iOS du printemps, tu sais, où il y a les emojis, Oui. où il y a plein de petites nouveautés. Tu fais quand même assez rapidement le tour et alors c'est des mises à jour sympas mais qui bouleversent pas ton quotidien et c'est d'autant plus vrai que sur la plupart des devices on n'a pas le nouveau Siri. C'est ça bouleverse pas le quotidien parce qu'il manque Siri AI. Ouais. Alors je sais pas si Apple n'a pas réservé malgré tout une ou deux petites nouveautés, tu sais, à la rentrée, en disant hey, regardez, il y a nos nouveaux systèmes qui sortent, telle date. Ah au fait il y a ça et ça, peut-être un ou deux petits effets wow, histoire parce que malgré tout, j'ai un petit peu peur que... Alors, ils ont Siri AI aux États-Unis et ça change forcément la donne. Hein. Mais le côté de dire, regardez, on a quand même ajouté de nouveaux trucs à nos logiciels système. Oui, puis surtout avec l'iPhone pliable, là, on va se rendre compte que les applications iOS peuvent être mises un peu redimensionnées dans n'importe quel sens. Donc, ça pourrait peut-être aussi apporter des changements pour les autres systèmes. Ouais. On va passer à l'actu principale de la semaine. Alors c'est évidemment ce conflit ouvert entre Apple et OpenAI. Apple a attaqué en justice le créateur de ChatGPT pour vol de secrets industriels. Les accusations sont très lourdes. Apple affirme que certains de ses anciens employés qui ont été recrutés par OpenAI ont emporté avec eux des secrets. Au cœur de l'affaire, Apple charge notamment Tang Tan, qui a supervisé le design de l'iPhone puis de l'Apple Watch avant de rejoindre Love From, le studio de Johnny Ive en 2023, puis OpenAI en 2025.
Tom Tan aurait incité des employés d'Apple voulant se faire recruter par OpenAI à dévoiler des informations confidentielles. Apple décrit une division matérielle d'OpenAI, je cite, pourrie jusqu'à la moelle. De son côté, OpenAI rejette en bloc toutes ces accusations. Alors est-ce le début d'un nouveau procès historique du genre Apple-Samsung lors du début des smartphones? Alors, il est potentiellement historique parce qu'il va révéler un certain nombre de choses au grand jour, mais dire qu'il serait de l'ampleur de Apple et Samsung, je pense pas, parce que Samsung était, entre guillemets, plus ou moins l'égal d'Apple. Et on va dire que ce qui était très compliqué dans le procès Apple et Samsung, c'est qu'ils étaient à la fois concurrents et partenaires sur de nombreux dossiers. Ouais, c'est un peu le cas aussi là. Il y a OpenAI qui est partenaire avec Apple, mais bon, c'est vrai que c'est pas un partenariat industriel, quoi. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que imaginons qu'on enlève du jour au lendemain OpenAI de l'équation d'Apple. Qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, bon, Apple Intelligence, ils peuvent très très bien dire, on signe, on pivote tout, soit avec nos propres outils, soit on regarde ça avec Google. Ouais. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a rien de systémique. Mm. Tandis qu'il y a un moment donné, Samsung était quand même, on va dire, une société clé pour Apple pour certains composants. Il faut se rappeler que au tout début, Apple utilisait notamment des microprocesseurs Samsung pour l'iPhone. Donc les relations entre les deux compagnies ne sont pas autant imbriquées. Même si ça a très mal commencé entre les deux, je ne serais pas étonné que cette histoire, il puisse y avoir une sorte d'arrangement à l'amiable, même si je pense qu'il y a malgré tout, dans cette affaire, je crois qu'il y a quand même avant tout beaucoup d'histoires d'ego et des choses qui ne sont pas clairement dites. Le fameux Tom Tan, il est parti d'Apple, alors c'était quelqu'un qui était a priori extrêmement ambitieux, qui avait a priori un tempérament de feu, ce qui peut expliquer certains de ses agissements lorsqu'il est arrivé chez OpenAI et s'est mis à recruter des ingénieurs d'Apple. Dans l'équation, il y a aussi Johnny Ive dont on dit, il a lâché une phrase ou deux des fois qui était assez peu sympathique concernant Apple. Dans cette affaire, il y a aussi le rôle de la femme de Jobs qui est très impliquée auprès de Johnny Ive et même d'OpenAI. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont partis. Il y a comme tu dis, des secrets industriels. La chose, c'est que je ne sais pas si Apple a autant intérêt que ça à porter l'affaire au tribunal, car à la fin, il va y avoir beaucoup d'informations confidentielles qui vont apparaître au grand jour. Je pense pas que ce sera... Des deux, ouais, donc ça sera pas une situation très confortable pour Apple. Et puis, qu'est-ce qu'Apple va obtenir? Des dommages et intérêts, sans doute. Et après, quoi? Peut-être essayer d'obtenir des interdictions de produits ou je ne sais quoi. Mais ouais, ça me paraît limité. Disons que ça me paraît... c'est une procédure qui est complexe, et puis surtout c'est une procédure qui risque de prendre beaucoup de temps. Et le temps judiciaire, on le connaît, et ce sera peut-être déjà trop tard lorsque le verdict interviendra. Donc à suivre, mais c'est sûr que ça va être très, très intéressant de voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Et d'ailleurs, si OpenAI a recruté tant d'anciens employés d'Apple, c'est pour faire du matériel. Et on a une idée un peu plus précise du premier appareil qui serait prévu. Alors, je mets de côté le mini clavier dédié à Codex qui a été dévoilé cette semaine. On va parler du premier produit grand public. Alors, d'après Mark Gurman, il s'agira d'une enceinte connectée. Alors, cette enceinte signée OpenAI n'aurait pas d'écran, mais elle aurait une batterie pour la balader dans la maison. Et elle aurait aussi quelques éléments mécaniques pour bouger un petit peu et une caméra pour voir l'environnement. Et l'intérêt résiderait bien sûr dans l'intégration de ChatGPT. Mais est-ce que tu crois vraiment que ça peut suffire pour faire la différence sur ce marché? En tout cas, je trouve sur le papier ce projet vraiment intéressant. Alors, parler de succès commercial ou je ne sais quoi, on ne sait pas combien il sera vendu. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'inconnus. Exactement. Pour avoir fait l'article, il y a quand même quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Quand je lisais en tout cas le résumé qui en était fait par Bloomberg, je me dis, c'est exactement ce que le HomePod aurait dû être depuis le début. Je veux dire, le HomePod, c'est un des haut-parleurs très sympa, mais à la base, c'est aussi un assistant qui est censé être intelligent et pouvoir t'aider. Le HomePod, en 2026, c'est toujours difficile de lui dire « joue une chanson » si la chanson en question est dans une autre langue que la sienne.
Et c'est aussi, par extension, ce que devraient être les AirPods. Et on avait beaucoup parlé de ce terme de ordinateur, et chez OpenAI, on évoque clairement que ce produit-là, ce sera clairement un ordinateur. Donc si tu mets tout à bout, on peut imaginer que l'appareil aura quand même un design assez soigné, parce que bon, Johnny Ive a travaillé et annoncé chez Apple, bon, je me fais pas de soucis. Qu'il ait une petite personnalité, qu'il soit pas un produit froid, comme savent très bien le faire, notamment Google et Amazon. Et voilà, et que ce soit un véritable compagnon du quotidien, intelligent. Sur le papier, je ne sais pas si je suis client, mais en tout cas, je suis très curieux de voir. Et si l'OpenAI parvient à concrétiser cette vision, eh ben pour une société dont ce sera le premier produit, je pense que ce sera déjà une belle réussite. Et après, si OpenAI arrive effectivement à sortir un tel produit, je pense que ça pose des questions. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'OpenAI est capable de résoudre les problèmes que Apple n'a jamais réussi à régler en quoi, je sais pas, le premier HomePod, ça va faire 10 ans quasiment. Et ça sera un miroir par rapport, entre guillemets, aux vrais soucis qu'Apple rencontre depuis une éternité, et dont elle est incapable de se défaire. Mais est-ce que c'est pas justement la raison pour laquelle Apple a attaqué en justice OpenAI, pour les freiner dans leur développement matériel? Peut-être, tu peux voir ça, mais est-ce que c'est vraiment deux parce qu'Apple craindrait que OpenAI soit un vrai concurrent sur ce marché-là, quoi. Je pense que de toute façon, enfin, Sam Altman a vraiment dit que pour lui, Apple était son principal concurrent. Je pense que l'objectif d'Apple pour les 3 ou 4 années à venir, c'est de sortir des produits à l'heure de l'intelligence artificielle. Ça veut dire déjà mettre les produits existants à niveau, oui, et en sortir de nouveaux, parce qu'il va de soi que, par exemple, les fameuses lunettes, elles n'auront d'intérêt que si l'intelligence artificielle est au top. Et c'est aussi peut-être l'un des défauts que l'on peut faire au Vision Pro, c'est qu'il est sorti sans qu'il soit véritablement pensé à l'heure de l'intelligence artificielle. En ce sens-là, il est peut-être sorti un petit peu trop tôt. En tout cas, si OpenAI, ça va vraiment poser la question de se dire pourquoi OpenAI y arrive et pourquoi Apple n'y est jamais arrivé. Ça va être la véritable question, et ça va être une question, je pense, assez inconfortable pour les dirigeants d'Apple, parce que ça veut dire qu'il y a soit des questions de management, soit il y a des questions de stratégie, soit des partis pris. Est-ce que c'est par exemple ce parti pris pour la vie privée, le tout faire local, qui fait que ça rendait l'équation difficile, voire impossible? J'en sais rien. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est, comme tu disais, c'est que ce projet-là aura une caméra qui permettra à l'assistant d'appréhender le contexte. Et on a appris ces derniers mois que Apple travaillait justement à une paire d'AirPods équipés de caméras. Et alors là, et c'est toujours le problème, et c'est à la fois bien et un défaut, c'est-à-dire que les dirigeants d'Apple sont très prudents. On parle de rumeurs, donc c'est toujours prendre tout cela avec des pincettes, mais voilà, ils seraient un petit peu effrayés à l'idée de commercialiser un produit avec des caméras pour des questions de vie privée. Et c'est là le souci peut-être de l'Apple de Tim Cook, c'est à force d'être toujours très prudent, voire trop prudent, et finalement on prend du retard et on se laisse dépasser par la concurrence. Pour finir, par rapport à ça, comme tu le sais, on attend les nouveaux HomePod mini depuis longtemps, oui. Voilà, très longtemps. Et je suis persuadé, de ce que l'on sait, que les HomePod mini 2, ce sera une mise à jour relativement mineure par rapport au modèle existant. Et que oui, ils auront peut-être un côté un petit peu ringard par rapport à l'enceinte d'OpenAI qui potentiellement va véritablement bousculer ce marché-là. Donc oui, à défaut d'être client, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Ça serait bien aussi qu'Apple corrige simplement les défauts de fiabilité des HomePod, parce que les HomePod mini et les HomePod 2 qui ont le problème de touche tactile fantôme, ça on le voit de plus en plus, et c'est quand même un vrai problème. On va passer à un tout autre sujet. 2 nouvelles règles européennes imposent des batteries remplaçables pour certains produits. C'est la raison pour laquelle Nintendo prépare une version spéciale de la Switch 2 pour l'Europe et va retirer la Switch 1 du marché. Les montres et les lunettes connectées étaient en théorie concernées par ces règles également, mais la Commission européenne a changé son fusil d'épaule.
Elle a déposé un amendement qui prévoit une dérogation pour ce type de produit et plus globalement pour les wearables, donc c'est-à-dire tous les produits tech qu'on porte sur soi. L'Apple Watch va donc échapper à cette règle de la batterie remplaçable, tout comme les lunettes de Meta, qui a fait un intense lobbying. Est-ce qu'il faut se réjouir de ces exemptions ? À vrai dire, on s'y attendait un petit peu. C'était... Enfin, ça se murmurait très fort. Moi, Ouais. alors, comme tu dis, moi, il y a un truc qui me fait quand même un petit peu froid dans le dos. Il se murmure que cette exemption a été accordée grâce au lobbying intense de Meta. Donc, eux, principalement, effectivement, pour leurs lunettes. Et il y a un truc qui me dérange avec l'Europe. J'ai absolument rien contre l'idée de réguler la tech. Mais j'ai l'impression que le lobby de Meta est incroyablement puissant depuis le début. On l'a vu notamment avec le DMA. Voilà. Et comme je le dis, j'ai aucun souci à ce qu'on régule la tech, mais que Meta soit derrière à la manœuvre, c'est quelque chose qui me fait froid dans le dos, parce que parmi les grosses boîtes tech, s'il y a bien une société dont je me méfie, c'est Meta. Après, là, dans le cas-là, ça va bénéficier aussi à Apple qui prépare sûrement des lunettes connectées. Oui, non, mais ça, c'est sûr que je pense qu'Apple se félicite de cette décision, Ouais. c'est évident. Après, ce qui est un petit peu embêtant dans ces règles européennes, c'est que je pense que, pas que chaque cas est unique ou pas, c'est-à-dire que je pense que dans les... on va prendre des produits d'Apple pour faire simple. Je pense que dans les AirPods, la possibilité de changer la batterie, c'est quelque chose d'imaginable, je pense. Changer pour l'instant facilement une batterie dans une montre connectée, je demande à voir, j'ai aucun souci, ce serait vraiment génial d'ailleurs, mais je pense que c'est pour l'heure un peu plus compliqué. Sinon, bah oui, tu parlais des lunettes, alors il y a le Vision Pro, en tout cas, peut-être que finalement Apple a tout juste avec ce produit-là, parce qu'il a sa petite batterie portable, et donc il aura une durée de vie à ce niveau-là qui sera très longue. Oui, mais est-ce que tu as envie d'avoir des lunettes avec un fil Non, je ne crois pas. Voilà. Mais peut-être qu'il y a une chose à faire en tout cas, c'est qu'à défaut de pouvoir dire vous pouvez changer facilement on va dire la batterie sur ces appareils, moi je pense qu'il y a un vrai sujet sur la durée de vie, et peut-être qu'il devrait établir un cahier des charges qui fait qu'on l'on puisse utiliser une Apple Watch ou des AirPods ou tout autre produit de ce type-là avec une autonomie décente, et que cette autonomie décente elle soit garantie à 4 ou 5 ans. Et peut-être que l'une des solutions serait que ces produits-là utilisent de plus grosses batteries, mais qu'elles n'utilisent pas forcément toute la batterie en permanence. C'est-à-dire que tu as une batterie qui soit de 120% et que la batterie en fait n'utilise que 100%. Je ne sais pas si je suis très clair par rapport à ce que je vais expliquer, mais... C'est ce qu'Apple fait déjà un petit peu maintenant avec les différentes mesures de recharge optimisée, de batterie comme ça sur l'iPhone. C'est ça, mais là c'est 100%, 80%, mais il faudrait qu'il y ait entre guillemets on va dire un bonus, un volume supplémentaire de 20% qui serve à ça. Et d'ailleurs, en parlant de batterie remplaçable, il y a des rumeurs aussi de nouveaux Apple Pencil qui seraient revus pour, a priori, en particulier pour l'Union européenne, avec peut-être des batteries remplaçables. Et ça, c'est une question, quand j'ai vu ça, alors, je n'utilise pas assez mon Apple Pencil pour avoir une réponse à cette question-là, c'est est-ce que quelqu'un qui, on va dire un infographiste, quelqu'un qui dessine tous les jours avec son iPad, on va dire 1 à 2 heures par jour, est-ce qu'il rencontre au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans des problèmes d'autonomie ? Quelle est la durée de vie à ce niveau, de ce point de vue d'un Apple Pencil ? Ouais, c'est vrai que je n'utilise pas non plus assez pour le savoir, mais si vous êtes concerné, si vous utilisez souvent votre Apple Pencil, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Est-ce que l'autonomie au bout de quelques années est encore suffisante, ou bien est-ce que comme pour les AirPods, vous avez été obligé de le changer, quoi ? Parce que j'utilise dans le même genre des Magic Mouse et des Magic Keyboard. Il y a certains, j'en possède depuis quelques années. Bon, qu'on puisse mettre une batterie remplaçable, pourquoi pas, hein, je demande que ça. Mais je ne sais pas si la batterie est pas suffisante pour la durée de vie entière du produit.
Et on va terminer le tour de l'actu avec Microsoft qui en fait voir de toutes les couleurs aux utilisateurs d'Office qui sont équipés de vieux Mac et qui ne veulent pas passer à l'abonnement Microsoft 365. Alors depuis le début de la semaine, Office 2019 est passé en lecture seule. Oui, cette version ne permet plus d'éditer les documents, elle permet uniquement de les consulter à présent. Alors la solution logique serait de passer sur une version plus récente, mais cette même semaine, Microsoft a annoncé que le suivi d'Office 2021 allait s'arrêter en octobre. Les applications permettront encore d'éditer les documents passés cette date, mais il n'y aura plus de mise à jour de sécurité, donc ça craint un peu. Donc la version recommandée d'Office est maintenant la 2024, mais voilà, elle ne fonctionne que sur macOS 13 au minimum, ce qui ne convient pas à tout le monde. Est-ce que tu as un conseil à donner aux utilisateurs d'Office, Christophe ? Tu me provoques, c'est moche de ta part. Tu me provoques. Non mais alors attends, parce que l'histoire est tellement grosse, j'ai bien lu ce qu'on a écrit, j'ai bien lu ce que tu as dit. Donc si moi j'ai acheté ma version de Microsoft Office d'il y a, on va dire 2021, donc il me sert plus à rien, il est obsolète. Alors non, la 2021 ça va encore, c'est à 2019. 2019 oui, mais à partir lui, de... il est seulement en lecture seule. C'est la fin de l'année, c'est ça, en octobre, ouais. En lecture seule, là c'est dès à présent en lecture seule. Par contre, Office 2021, voilà, il aura plus de mise à jour de sécurité à la fin de l'année. Ouais. J'ai une opinion qui est assez impopulaire à ce niveau-là, hein, mais je pense qu'on va bientôt reprendre ça. Non mais si vous êtes sur Mac, si vous passez sur Mac, bah, si vous utilisez encore des produits Microsoft, ça sert à rien. Il faut aller au bout des choses. Vraiment aller au bout des choses. On s'appelle Mac Génération, on est une petite structure, bah, on n'utilise pas de produits Office, et vous savez quoi ? On survit. Et Pages et Numbers, c'est des produits plutôt agréables. Alors, je peux comprendre que dans certaines sociétés qui ont des utilisations assez poussées d'un tableur Excel, c'est peut-être insuffisant. Bon, dans ces cas-là, je peux éventuellement imaginer l'utilisation d'Excel, ou, à la limite, si j'avais un conseil à leur donner, c'est d'utiliser une des nombreuses suites Office qui sont en open source, c'est également une autre possibilité. Mais si vraiment vous utilisez... Enfin, c'est vraiment impopulaire, j'en ai conscience. Enfin, non, mais le truc, c'est que c'est souvent imposé aussi dans les boîtes. On il faut arrêter. Il faut arrêter, il y en a marre. Non, à un moment donné, il faut que les choses changent. Oui, mais justement, ça je l'ai dit dans un article, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Donc, rebellez-vous. Non, mais oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Utilisez ça dans un navigateur. Voilà. Non, mais Puis ça fera des économies en plus, hein, si vous passez sur autre chose qu'Office. Ouais. Oui. Non, mais c'est voilà. Et puis si vraiment j'avais une utilisation intensive d'Office, enfin, je ne sais pas s'il ne vaut pas mieux utiliser un PC. Moi, je me dis que Excel, ça doit être mieux sur Windows. J'en sais rien, je suis complètement incompétent pour parler de ça. Mais voilà, c'est un truc, ça me... Voilà, enfin bref, on va dire que c'est la chaleur si je dis des bêtises comme ça, excusez-moi. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. On a entendu ton cri du cœur. Bon week-end. Bon week-end, je vais aller me coucher. Bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.